Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la masterclass sur l'alliance de l'éditorialisation et l'intelligence artificielle avec l'exemple de Deezer. Donc juste pour remettre très rapidement dans le contexte, ça fait maintenant 5 années que le marché de la musique enregistrée se porte très bien et est en croissance après 16 ans de déclin jusqu'en 2016. On a atteint un chiffre d'affaires de 900 millions presque d'euros cette année. L'usage n'a jamais été aussi puissant avec 16 heures d'écoute en moyenne par semaine, plus 3 ans ces 2 dernières années. Et cette croissance, ces chiffres sont dus à un seul vrai héros qui est le streaming. On a vraiment basculé d'un modèle d'achat physique à un modèle d'accès numérique avec le streaming qui a vraiment la grosse majorité du marché aujourd'hui. Et donc en France, l'un des principaux acteurs du streaming et donc principal acteur de la vitalité de l'économie musicale s'appelle Deezer. Et donc la plateforme fête tout juste ses 15 ans et rassemble plusieurs millions d'abonnés sur sa plateforme en France. Aujourd'hui, ce qui fait la force de Deezer, ce qui attire ses abonnés, ce qui permet de proposer la meilleure expérience utilisateur, c'est ce mix entre recommandation et éditorialisation. Donc d'un côté, Deezer recommande des morceaux, des playlists, des artistes à ses utilisateurs et ça se fait via le machine learning, l'intelligence artificielle qui consiste à pousser tel ou tel contenu, on y reviendra. Et de l'autre, Deezer éditorialise son contenu. Donc l'éditorialisation, c'est la structuration, la mise en visibilité, en accessibilité du contenu sur le numérique. Et donc chez Deezer, ça se traduit par la mise en avant de playlists de morceaux. Donc pour discuter de tout ça et expliquer la collaboration de ces deux aspects nécessaires à faire vivre la plateforme, on reçoit Frédéric Antelme, qui est depuis 7 ans chez Deezer et qui est VP contenu et production. Donc, il gère toutes les équipes éditoriales dans le monde, gère la stratégie de curation, les nouveaux contenus. Et de l'autre, Thomas Bouabka, depuis 8 ans chez Deezer, qui est directeur Data Science, qui va gérer toutes les équipes de développement du moteur de recommandation musicale. Donc finalement, d'un côté le responsable édito et de l'autre le responsable algo. Alors dites-nous, vous faites la guerre ou vous arrivez à collaborer? Ça commence assez fort. Merci en tout cas, merci d'être là et merci pour l'invitation. Où on se fait la guerre, oui, c'est pour ça qu'on est là tout le temps pour se surveiller mutuellement. C'est un gros effort, là. Voilà. Non, plus sérieusement, je pense que en tout cas c'est le message que moi j'aimerais qu'on arrive à repasser à l'issue de cette masterclass. C'est que moi qui représente un petit peu l'algorithmie, on a souvent l'impression de cette boîte noire un petit peu impersonnelle, faite de rouages informatiques et mathématiques. Et en fait, je vais essayer durant ces 40 minutes, 7 heures, de démystifier un petit peu tout ça et de montrer que non, justement, derrière tout ça, derrière tout ce code informatique, il y a des êtres humains qui travaillent et que l'efficacité de notre moteur de recommandation, il est en grande partie dû à notre collaboration avec les équipes de Fred et au travail des équipes éditoriales. Oui, en fait, notre métier, tel que je le vois le mien, en tout cas, c'est de faciliter l'accès à la musique et faciliter la découvrabilité. Et pour ça, on a plusieurs éléments à notre disposition et c'est le mariage de ces éléments qui crée le produit de Deezer. Et donc, effectivement, on a toute une partie d'éditeurs, d'humains. Donc ça, c'est ceux que je manage directement, c'est les équipes que je manage. On a des éditeurs spécialisés par genre, qui sont vraiment là pour développer des verticales, aller fouiller des choses les plus accessibles aux moins accessibles dans des catalogues de genre. Et puis, pour chaque pays, on a des responsables qui sont là pour mettre en scène le contenu local et faire en sorte que ces playlists de genre plus les playlists vraiment dédiées au marché français, comme la variété française, etc., se marient le mieux possible pour faciliter l'entrée. Et c'est notre travail, puisque l'algo, le travail de Thomas, intervient à plein d'endroits dans cette chaîne de recommandations et de découvrabilité. Une des plus évidentes, c'est aujourd'hui que les contenus qui sont packagés par les équipes, c'est-à-dire des playlists, pour faire simple, c'est, on va dire,
là où nos équipes éditoriales passent le plus de temps et qui représentent près d'un tiers des écoutes toutes les semaines sur le service, plus même d'ailleurs, et bien que ces playlists-là arrivent au bon utilisateur. Donc qu'on puisse personnaliser cette recommandation. Et sans le travail de Thomas, vous allez avoir une playlist peut-être de jazz alors que vous n'aimez pas le jazz, et c'est Thomas et ses équipes qui arrivent à faire ça. Clairement. Et le travail et la collaboration, elle va vraiment dans les deux sens. Il y a vraiment déjà le travail des équipes de Fred dans ces playlists-là qui apporte vraiment un parti pris humain, vraiment un point de vue sur la musique. Et nous, c'est vraiment notre rôle dans ce cas-là, c'est de les mettre en valeur, de mettre en valeur le contenu et vraiment de targeter ce contenu qui est créé par les équipes de Fred auprès de nos utilisateurs de manière extrêmement précise. Puis il y a un autre aspect où les équipes de Fred interviennent, c'est que, comme je disais, on est en charge d'algorithmes de recommandation, en particulier le flow, qui est un de nos algorithmes majeurs dans l'app Deezer. Et en fait, moi, dans mes équipes, c'est des informaticiens, c'est des chercheurs en machine learning. Ils sont extrêmement intéressés, passionnés par la musique. Mais il y a quand même tout ce travail de dire, est-ce qu'on est capable de représenter vraiment la finesse de la musique à travers nos algorithmes. Et c'est aussi là où les équipes interviennent, en conseil, en guide sur ces aspects-là, en vérification que ce que sort l'algorithme ne fait pas n'importe quoi. Et donc, on travaille vraiment à la fois dans la construction de l'algorithme et puis aussi dans certains algorithmes, mettre en valeur le contenu des équipes de Fred. Oui, alors je pense qu'en plus, on arrive à s'aider mutuellement, on arrive à aider cet algorithme à apprendre et à mieux connaître son catalogue. Aujourd'hui, on a, depuis le dernier comptage, près de 90 millions de titres. C'est très très compliqué de s'y retrouver là-dedans. Donc la manière dont ça fonctionne, alors Thomas expliquera ça mieux que moi, mais le fait que nous playlistions, nous sélectionnons des titres où on les tag, enfin il y a plein de systèmes qu'on utilise pour les mettre en valeur, permet l'algo de mieux orienter sa recommandation pour choisir les bons titres parmi les 90 millions. Ça, c'est une première chose, donc ça, on les aide. Et puis après, il y a une deuxième chose qui est réelle, c'est que l'algo intervient aussi à des endroits où nous, on a des ressources limitées, c'est-à-dire qu'on peut pas, on traite pas tous les micro-sous-genres qui existent sur la planète. Et là, le filtering qu'utilise Thomas permet de savoir que si vous écoutez ça, probablement vous écoutez aussi ça, et qu'on arrive à justement pouvoir ajuster notre proposition algorithmique à des genres très très spécifiques. Clairement. Pour résumer un petit peu justement ce que tu as décrit, comment en fait l'algo fonctionne et du coup comment est-ce que les équipes peuvent intervenir, je ne vais pas vous ennuyer trop, hein, je ne vais pas vous envoyer des formules, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire fuir, juste vous résumer un petit peu comment ça fonctionne, la recommandation en général, et voir du coup comment les équipes peuvent intervenir. Globalement, dans la recommandation, le nerf de la guerre, c'est les données. Que ce soit des données à la fois affiliées au contenu, donc les métadatas, donc c'est vraiment un des leviers de la recommandation, d'aller caractériser le contenu et d'aller proposer du contenu qui est proche. Et il y a une deuxième approche qui est complémentaire, et on utilise ces deux formes, qui est ce qu'on appelle en termes techniques le collaborative filtering, qui est en gros de dire qu'on va créer dans notre catalogue de 90 millions de chansons des liens entre ces chansons, parce que les utilisateurs créent des liens par leur écoute de ces chansons-là. Donc quand c'est un seul utilisateur, ça fait un tout petit lien, mais sur notre base utilisateur, quand beaucoup d'utilisateurs font la même chose, on crée vraiment des liens très forts entre les chansons. Donc le signal et l'usage des utilisateurs est quelque chose qui est extrêmement nécessaire pour qu'on puisse à la fin proposer de la recommandation. Et se pose souvent des questions de quel est le bon signal. Il y a beaucoup de bruit, du coup tout le travail c'est d'empêcher ce bruit-là pour arriver à trouver le signal le plus pur. Et les équipes de Fred notamment, on sait que leur travail, leurs playlists qui sont créées, ça crée du signal dans lequel on a vraiment confiance. Et ça fait partie de l'aide sur lesquelles ils peuvent nous aider, c'est-à-dire de purifier ce signal, de le clarifier et encore une fois de le rendre cohérent. C'est-à-dire que quand deux chansons sont ensemble, juste mécaniquement par l'usage, la magie de la chose, en tout cas le travail qu'il y a derrière de machine learning, c'est que ça crée un ensemble qui est cohérent musicalement. Et donc, mais les équipes de Fred sont aussi là pour nous rassurer sur cet aspect-là, parce qu'encore une fois, même si les gens dans l'équipe sont fans de musique et fans de leur style de musique, on est présent au Brésil, en Allemagne, en France, dans tous les autres pays, et que là, il faut des experts de ces pays-là et de ces styles, de ces genres musicaux qu'on ne connaît pas, pour nous dire que oui, tout ce qu'on a fait, en fait, d'un point de vue mathématique, on retombe sur nos pieds derrière.
Alors, je voudrais peut-être ajouter un truc juste pour parce que c'est pas simple peut-être de comprendre tout ce qu'on se raconte quand on travaille pas là-dedans. En fait, il faut distinguer deux choses par rapport à l'algo. J'aurais peut-être dû commencer par ça. Il y a la recommandation, donc l'algo, comment il achemine des contenus, soit livrés, donc c'est des albums par les labels, soit créés par nous, par nos équipes éditoriales, c'est des playlists. Donc ça, c'est de la recommandation de contenu créé qu'on vous pousse. Et puis après, l'algo intervient sur un autre niveau, c'est créer seul, grâce à vos équipes, des contenus donc, sur lesquels nous n'intervenons pas. C'est ce qu'on appelle chez nous des smart tracklists. En gros, vous allez avoir en haut du produit, en fonction de vos récentes écoutes, des playlists ou des contenus packagés avec des titres qui sont cohérents. On va dire quasi 99% du temps, ça match. Et ça, c'est là où le collaborative filtering intervient et en fait arrive à comprendre automatiquement ces usages-là. Et ça vaut pour le flow, ça vaut pour le flow mood, un dérivé du flow. Tu veux peut-être expliquer ça c'est extrêmement intéressant, le flow mood, parce que là justement ça fait aussi partie des aspects où on a travaillé ensemble. Donc le flow, c'est la radio de Deezer, la radio ultra personnalisée, où l'utilisateur de Deezer, quand il ne sait pas quoi écouter, appuie sur ce bouton-là et a du coup de la musique qu'il apprécie, qui est un mélange de ses chansons qu'il connaît avec de la découverte. On a décliné cette formule en flow mood, où on peut orienter son flow, c'est-à-dire qu'on a une radio personnalisée, mais orientée suivant un mood. Le mood chill, le mood détente, le mood party. Et donc voilà, ça crée une couche supplémentaire, une expérience supplémentaire et un petit peu différente. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est comment est-ce qu'on a réussi à construire ça. Comment est-ce qu'on a réussi à caractériser dans tout notre catalogue ces fameux moods. Donc là, on est parti en fait du travail des équipes de Fred, c'est-à-dire des playlists, des éditos. Et ce sont ces équipes-là qui nous ont dit, moi, le mood chill, je considère que c'est ça, avec ce type de sélection de tracks. Et donc, ça a été un set de tracks un petit peu restreint. Et en fait, ça a été utilisé pour nourrir nos algorithmes de machine learning. Et ensuite, basé sur cette expertise-là, on a étendu notre connaissance du mood à l'ensemble du catalogue en trouvant les patterns qui ont été du coup, sélectionnés par les équipes de Fred. Et c'est comme ça que du coup, on a pu caractériser l'ensemble du catalogue avec ces différents moods et ensuite le servir dans le flow mood. Non, super, j'allais demander si, au-delà du flow mood, vous aviez aussi développé d'autres fonctionnalités ensemble basées sur l'IA. Alors à peu près tout quand même, parce que c'est là où il y a quand même une expérience. Et encore une fois, une expérience de recommandation, c'est une expérience algorithmique, mais c'est aussi une expérience avec toutes les autres équipes, éditoriales, design, produit. Et en fait, encore une fois, l'algorithme, l'IA, le machine learning, c'est pas qu'une seule boîte noire unique, mais que même dans Flow, il y a différentes fonctionnalités, un petit peu des fonctionnalités plus thématiques. Et à chaque fois, il y a la collaboration avec les équipes. Et en même temps aussi, et c'est important, c'est qu'il y a aussi une complémentarité. Par exemple, quand on prend l'algorithme des nouveautés, on a un algorithme ultra personnalisé qui va aller apporter le vendredi matin, qui est la sortie générale des titres musicaux, les titres immanquables pour un utilisateur parce que c'est les artistes qui suivent absolument, et donc ça apporte cette couche-là. Et en complémentarité, il y a tout le travail des équipes de Fred qui va aller sélectionner les titres de nouveautés que les éditos ont choisis. Et du coup, dans l'offre du produit Deezer, il y a ces différents points d'accès. Oui, il y a une notion attention, c'est un moment où on va commencer à diverger. Il y a des choses, effectivement, que l'édito, que l'humain fait plus vite que la machine encore, je crois. C'est d'être au début de la chaîne. Donc, il y a un côté réactif dans l'algo qui doit analyser les comportements, qui doit apprendre. Le travail d'un programmateur musical chez Deezer, ce n'est pas que de connaître la musique ou de connaître son genre, c'est même plus de savoir ce que les gens vont aimer. Moi, ça m'intéresse moins que quelqu'un ait une connaissance encyclopédique du rock ou du jazz, parce que souvent, finalement, on arrive dans des dérives assez expertes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des gens qui arrivent à identifier la musique que tout le monde va aimer. Et ça, c'est là où nous, on intervient le jeudi soir, tous les jeudis soirs,
puisqu'on a des équipes qui écoutent en amont des sorties les tracks toutes les semaines, qui sélectionnent les bons, les mettent dans des bonnes playlists et sont hyper réactifs, ce qui fait que quand vous vous connectez le vendredi matin, vous avez effectivement une playlist non personnalisée qui s'appelle une nouveauté du vendredi, mais qui vous donne l'actu de la semaine. Et puis ça dans plein d'autres playlists. Et ça, derrière, va aussi aider l'algo à aller chercher des tracks. Mais là-dessus, il y a quelque chose dans l'humain qui est de percevoir ce qu'il pense par son propre expérience, ce que les gens vont aimer et qui est essentiel à notre métier. Et donc, vous nous parlez beaucoup de vos équipes respectives. Comment est-ce que réellement vous êtes structurés, vous êtes organisés et vous communiquez entre vous ? Moi, j'ai une équipe d'une dizaine de personnes où je m'occupe du moteur de recommandation et également du moteur de recherche, qui sont du coup les points d'accès de la musique, que ce soit guidés via la recommandation ou volontaires par l'utilisateur dans le moteur de recherche. J'ai une équipe un petit peu particulière dans Deezer. On est un petit peu une particularité, c'est qu'on est vraiment, on a des chercheurs, on a des gens qui ont fait des thèses, des gens qui travaillent avec des laboratoires de recherche, avec d'autres équipes de recherche en Deezer, donc qui ont un point de vue avancé sur le machine learning, et en même temps, on a une contrainte, une nécessité de mettre tout ça en production, donc vraiment de servir l'utilisateur et donc d'avoir des ingénieurs qui travaillent là-dessus. Donc on a une espèce de continuum entre la recherche fondamentale et ce qui va servir dans le produit. Donc ça, c'est comment sont structurées les équipes. Peut-être tu veux parler d'Étienne. Oui, alors, donc nous, on a, je dirais, trois équipes. On a une équipe de spécialistes. Donc ça, c'est ceux qui connaissent leur musique et traitent la musique par genre. Donc on groupe un peu les genres. Il y a quelqu'un qui s'occupe du rock, du métal, donc des genres connexes, quelqu'un qui va s'occuper de la pop, de la K-pop, etc. Donc on en a une dizaine qui sont vraiment spécialisés sur le genre. Ensuite, on a des équipes dans chaque pays dont le travail est de sélectionner le meilleur de ce que font les éditos, on va appeler ça centraux pour tous les pays, ceux du genre, et de créer en plus des playlists pour leur pays. Donc, parce que les tubes du moment en France ne sont pas les mêmes qu'en Allemagne, même si dedans il y a des tubes internationaux qui le sont, on les adapte pour les différents marchés. Et puis ensuite, j'ai une équipe, et c'est celle qui va travailler le plus avec Thomas, qu'on va être considéré une équipe d'opération, dont le but du jeu est de faire en sorte que Deezer fonctionne, tourne. Qui va faire l'interface avec les équipes de data pour monitorer nos performances, parce qu'on regarde qu'est-ce qui marche pas. On optimise toujours le produit en fonction du retour de nos utilisateurs. On a des indicateurs comme le taux de skip pour savoir dans une playlist les titres préférés. Donc on peut regarder tous les jours qu'est-ce qui est le plus écouté, moins écouté, comment performent les tracks. Donc, et on a cette équipe-là qui est donc en lien avec les équipes de produits, les équipes de data. Et puis tout simplement, au jour le jour, fait tourner le service. Et on en reparlera, je pense, sur la partie opération, quand Noël arrive, ce genre de choses-là. Donc là, leur métier, c'est vraiment de faire l'interface, de discuter, de développer effectivement des projets ensemble, d'avoir ce qui ne fonctionne pas et de mettre en place des projets transversaux. Et donc, au total, ça fait à peu près une quarantaine de personnes qui travaillent sur ces sujets-là. Ok, super. Et donc, on peut justement passer à cette partie opérationnelle et contenu additionnel. Donc, on vient de comprendre vraiment l'intérêt de la curation pour aller, par les équipes de Deezer pour aller donc aider à la recommandation algorithmique. Mais donc, Deezer va devoir créer du contenu additionnel pour réellement animer la plateforme, proposer la meilleure expérience utilisateur. Et donc, Frédéric, comment réussir au-delà de la création, après la création, à animer la plateforme ? Là, en fait, on est plus dans une notion comparable à un média où on travaille autour de saisonnalité, de sujets. Donc, on va mettre en place un calendrier Donc là, effectivement, on est vraiment dans un travail d'opération. Donc là, effectivement, je parlais de Noël. C'est Noël pour tout le monde ici. C'est là où, en fait, Deezer fait son pic d'audience le 24 au soir et le 25, c'est là où les gens streament traditionnellement le plus, avec le Nouvel An évidemment, mais avec le temps, je pense qu'il y a 10 ans, Noël c'était moins un truc en France, mais alors depuis 10 ans, c'est n'importe quoi. Donc chaque année, les hits de Noël font des records de stream. Donc c'est formidable et du coup, ça devient une grosse opération pour nous, pour animer la plateforme. Et en fait, c'est là où la curation devient un vrai atout, c'est-à-dire que je pense que les tubes de Noël, c'est les mêmes pour tout le monde.
et d'aller les faire nous-mêmes, c'est fastidieux. Donc nous, on vous propose une playlist, c'est très simple, hein, il y a Maria Carey, il y a Wham et les 15 autres. Et du coup, notre service devient un vrai apport. Et c'est pour ça que cette playlist fait en une journée autant de streams que d'autres font en une année. Donc c'est vraiment accompagner les gens au quotidien. Donc nos audiences, nos utilisateurs. Donc après, il y a des sujets qui sont très importants. Donc Noël, l'été, on fait souvent des animations ambitieuses parce que c'est aussi un autre pic de notre temporalité. Et puis ensuite, il y a des sujets. Donc on va aller, nous, regarder des genres, des sous-genres, qu'est-ce qui se passe sur TikTok. Là, en ce moment, la nouvelle vague, c'est la funk. Alors à ne pas confondre avec Nile Rodgers et Chic. Ça s'écrit P-H-O-N-K. C'est un genre qui explose sur TikTok, une sorte d'électro assez dark qui cartonne. Donc on va aller faire ces playlists-là, les animer, on va aller créer des univers dédiés à ça, on va aller traiter le lo-fi, qui est aussi un autre gros sujet aujourd'hui pour les 18-24 ans. Voilà, donc on va aller prendre tous ces sujets et faire des curations spécialisées et mettre ça en scène sur la plateforme, soit avec les outils qu'on a, il y a du CRM, enfin ouais, toute la recommandation, on y revient. Et puis travailler beaucoup sur la saisonnalité, là encore, hein, parce que on est pro jusqu'au bout, avec les équipes de Thomas pour créer des features personnalisées sur ces sujets-là. Oui, tout à fait. Pour reprendre cet exemple de la saisonnalité et de Noël en particulier, parce qu'effectivement, on est plein dedans. On fait nous aussi des flow mood thématiques, ce qui arrive justement pour marquer cette saisonnalité. Il va y avoir le flow de Noël, le flow Saint-Valentin, voilà. Et cette partie événementielle, encore une fois, avec les équipes de Fred. Et donc, en fait, on accompagne, globalement, c'est une stratégie globale produit, édito, reco liée pour vraiment mettre la plateforme, en tout cas, alignée pour qu'on puisse répondre à ces questions de saisonnalité. Et puis, au-delà de toute la saisonnalité et des sujets qu'on va traiter, parce qu'on sait qu'ils sont importants pour nos utilisateurs, et aussi que c'est des moyens de parler à des audiences sur les réseaux sociaux, en marketing, etc., ça devient des sujets. On a aussi toute la manière dont on travaille avec les artistes et comment on met les artistes plus proches de nos utilisateurs. Donc aujourd'hui, on a accès à de la curation d'artistes. Donc on leur demande de faire des playlists, soit par rapport à des thématiques. Donc on a un projet qui s'appelle la Fresh List qu'on sort toutes les semaines, où des artistes du moment nous partagent les titres qu'ils écoutent en boucle. Donc c'est un accès privilégié aux 10 heures d'un artiste, qui est plutôt cool. Et puis après, on en a d'autres. On a un projet qui s'appelle Midnight Mixtape, où toutes les 2 semaines, des artistes nous partagent des titres plutôt down-tempo pour écouter le soir. On a un projet où les artistes pop nous partagent leurs titres, leurs 20 titres à emporter sur une plage déserte. Donc en fait, on travaille un peu sur de l'éditorialisation comme ça pour arriver à proposer des choses uniques qu'on trouvera nulle part ailleurs, avec une tonalité à nos utilisateurs. Et là, effectivement, on est vraiment sur du 100% humain et presque plus proche de ce qu'on pourrait connaître à la radio ou dans les médias. Donc c'est vraiment la rencontre de ces deux mondes et d'utiliser les ingrédients du broadcast pour les amener à une audience digitale et plus on demande, quoi. Oui, parce que finalement, ce contenu-là dont tu nous parles, c'est vraiment du contenu original et exclusif à la plateforme. Ça va encore plus venir différencier Deezer, en plus du contenu additionnel dont on parlait. Donc, est-ce que vous avez réellement une stratégie propre sur ce contenu original, ce contenu exclusif versus tous les millions de titres que vous traitez sur la plateforme? Alors, nous, on est vraiment, on se positionne essentiellement autour de la musique. On a fait des podcasts un peu ici et là par le passé. Aujourd'hui, on est vraiment en train de se positionner à 100% sur la musique, mais ça veut dire l'écoute, donc la curation, ce dont on parle depuis tout à l'heure, mais aussi des expériences et des contenus additionnels. Donc, ce dont on parlait là, c'est un peu à mi-chemin entre les deux. On est en train de développer de nombreuses expériences autour du live. On a diffusé au mois de juin le concert de Jul en direct du Vélodrome à Marseille.
On en a d'autres qui arrivent, des gros projets de diffusion de concerts. On a commencé à développer des features de story où on revient sur les grandes actus de l'été dans le produit. On va pouvoir vous driver de la découverte là-dessus. Et puis, on a toute une série de contenus originaux exclusifs autour où on demande à des artistes de nous interpréter des titres ou de faire des versions de titres exclusivement pour Deezer. Donc, on a lancé, je crois que le premier, c'était il y a quelques années, en 2017, peut-être, qui s'appelait Souvenir d'été. On avait demandé aux artistes qui nous paraissaient les plus excitants du moment, c'était Angèle, c'était Clara Luciani et Juliette Armanet, entre autres, qui ont bien percé depuis, de nous interpréter des versions originales de tubes un peu kitsch de l'été. On avait fait une grande campagne de métro à l'époque, et ça a été le lancement d'une série de projets originaux comme ça. On avait lancé Souvenirs d'enfance, on avait fait la même chose avec des titres qui rappelaient l'enfance avec Louane et d'autres artistes. Et puis La Relève, qui est un projet sur l'esthétique rap, qui est vraiment sur l'émergence des nouveaux talents rap. Et on leur demande de nous donner une track un peu carte d'identité, carte de visite pour se présenter une première fois. Et on mise sur 12 talents de la scène rap. Et Attic, par exemple, en faisait partie. Et Lola Ace, il y en a pas mal qui ont explosé grâce à ça. Et on continue à les faire. Et ça, c'est des projets qui nous permettent de à la fois exposer les jeunes talents et les artistes qui nous animent et qui nous excitent, et qu'on puisse les amener à des audiences, tout en donnant une tonalité un peu différente, en leur prenant un petit pas de côté et en leur demandant de proposer quelque chose d'inédit, qu'on package. On le fait d'une manière assez esthétiquement assez ambitieuse. On fait des photoshoots, on va aller tourner des clips. On est vraiment comme sur un lancement d'album, parce qu'on est bien conscient que ces contenus originaux, c'est vraiment des contenus différenciants et qui proposent quelque chose d'autre dans une galaxie assez compétitive. Ok, super. Donc on comprend finalement. Tu voulais rajouter quelque chose, Thomas ? Du tout. On comprend finalement que la curation initiale des titres va permettre l'aide à l'intelligence artificielle, que l'éditorialisation va être poussée par l'intelligence artificielle, et que pour aller au-delà dans la différenciation, Deezer va proposer du contenu original et exclusif. Donc avant de passer le micro dans la salle, est-ce que vous voulez conclure et rajouter des points clés sur votre collaboration ? Vas-y. Non, mais je trouve ça intéressant que vous ayez appelé pour parler de ça. Et puis c'était marrant parce que moi je viens plutôt du média à la base. Je trouve ça intéressant qu'il y ait une telle opposition en fait de pensée, parce que moi quand je travaillais dans la radio, on avait déjà des logiciels qui nous aidaient à programmer des disques. On ne programme pas des disques comme dans des films des années 60 où il y a un mec dans un bateau qui passe des vinyles qu'il aime bien en se disant que c'est cool. On est sur un modèle où déjà on est dans la sélection des titres qui vont plaire, on est déjà dans le test utilisateur, on fait déjà des retours pour savoir est-ce que les gens aiment ces chansons ou n'aiment pas ces chansons. On n'est pas là pour imposer ses goûts. Et derrière, on a des logiciels qui nous permettent de programmer pour dire tel titre, c'est à ce moment-là, ensuite il y a celui-là, on fait en sorte qu'il y ait de la diversité et en son, et en époque, et en voix, enfin bref, on crée un programme. Et en fait, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une version ultra personnalisée, mais le fait d'opposer l'outil et l'aide à la programmation et l'aide à l'acheminement des contenus avec des êtres humains, parce que Thomas est un être humain, je crois. Vrai, je ne suis pas un robot. Les gens qui le créent, ce sont des êtres humains. Et donc, en fait, tout ça, c'est juste une manière beaucoup plus moderne et beaucoup plus agile d'amener les bons contenus aux bonnes personnes. Et moi, tous les outils qu'on peut nous mettre à notre disposition pour faciliter la tâche à nos programmateurs, et vice-versa, je crois, est extrêmement bienvenu. Oui, je crois que c'est vraiment important. Alors moi, du coup, je ne viens pas de la musique, mais je viens de l'informatique. Et justement, on fait ce croisement-là et cette rencontre-là. Mais effectivement, il y a beaucoup de sujets, de discussions extrêmement légitimes sur l'intelligence artificielle, le machine learning, le libre arbitre, etc., les découvertes. Donc, c'est des sujets qui sont extrêmement chauds et légitimes de se poser ces questions-là, mais souvent qui sont, à mon sens, pris par le mauvais côté, parce que justement il y a ce mythe, ce fantasme de cette machine un petit peu justement inhumaine.
J'espère qu'on a réussi à montrer un petit peu que ce n'est pas le cas, et j'insiste vraiment sur cet aspect d'être humain, à la fois dans la collaboration avec les équipes de Fred, chez moi, vraiment des êtres humains qui créent de la partie d'élaboration de ces algorithmes-là, et que du coup l'humain est au centre de tout, et c'est vraiment aussi une marque de fabrique de mon département et de comment on le revendique dans son travail à Deezer et à l'extérieur. C'est vraiment cette volonté d'hybridation de l'homme et de la machine, pas pour les opposer, mais pour qu'ils travaillent ensemble et pour que ce soit le meilleur des deux mondes. Oui, alors le meilleur des deux mondes quand même, il est plutôt chez moi. Parce que c'est mes équipes qui ont les invitations pour les concerts. C'est mes équipes qui connaissent les rockstars et malheureusement pas les tiennes. C'est vrai, les miennes sont dans l'ombre, Ouais. mais elles attendent patiemment on va en reparler. Donc finalement, la réponse à ma première question, c'est que c'est la guerre. C'est la guerre, voilà, effectivement. On n'a pas réussi à tenir plus d'1 heure, Fred. Avez-vous des questions? Bonjour. Moi, je me sers de Deezer depuis plusieurs années. On est plusieurs sur mon compte. Du coup, c'est un compte familial. Comment l'algorithme fait pour gérer des styles de musique qui vont être très différents selon les profils? Et du coup, moi, le flow, je m'en sers quasiment plus parce que c'est des recommandations qui ne me correspondent pas. Donc, est-ce que c'est possible de segmenter chaque profil dans l'appli? Et sinon, comment l'algorithme fait face à ça? Alors oui, il y a une vraie réponse qui est commerciale, c'est justement de prendre un compte famille pour pouvoir séparer les comptes. Après, d'une manière générale, c'est un compte parce que vous avez plusieurs personnes dessus. Nous, en fait, dans le travail derrière de l'algo, je ne suis pas rentré dans les détails pour ne pas vous ennuyer derrière, mais ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à cartographier l'usage d'un utilisateur ou de multi-utilisateurs qui sont cachés sous un, et qu'on sait en fait qu'il y a beaucoup de multi-usages dans le flow, enfin dans le profil musical d'un utilisateur. Donc on est capable de le savoir, de le mapper, et ensuite on va y répondre de différentes manières. Dans le flow, par exemple, on va justement essayer de naviguer dans ces différents îlots musicaux pour passer d'un endroit à l'autre. On considère que normalement c'est un utilisateur unique qui fait ça, et donc normalement c'est cohérent et ça permet d'épouser les goûts de l'utilisateur. Il y a aussi une autre fonctionnalité, c'est pour ça que je ne parlais pas d'une boîte noire ou d'un algorithme multique, c'est qu'il y a ces fameuses smart tracklists à côté de ce flow, qui sont du coup des regroupements thématiques auprès d'artistes un petit peu homogènes qui répondent à ce besoin-là, c'est-à-dire une recommandation un peu plus orientée dans une zone. Et on a sorti très récemment en homepage justement la mise en avant de ce qu'on appelle les track mix, qui du coup, le point d'entrée de ce catalogue musical n'est plus juste un petit bouton et c'est un petit peu à l'aveugle ou ce groupe d'artistes, mais une chanson qui du coup crée un mix derrière cohérent en fonction de cet univers de la chanson. Donc c'est une manière de répondre, et effectivement, je vous engage surtout à prendre un compte famille. Bonjour, merci, c'est très intéressant d'avoir votre vision de l'intérieur. Moi, j'avais deux petites questions. Alors, vous y avez déjà un peu répondu sur les podcasts. Est-ce que ça rentre aussi dans un algo de recommandation sur qu'est-ce qui est pertinent en fonction de l'historique d'écoute? Et la deuxième question qui n'a rien à voir, c'est dans vos data, est-ce que vous analysez aussi la musique en elle-même, c'est-à-dire la composition du morceau, les BPM, est-ce qu'il y a de la voix, au-delà des tags qu'on peut mettre sur les genres musicaux? Alors, je vais répondre peut-être à la première. Effectivement, sur les podcasts, on a un algo qui permet de la recommandation, qui est plutôt basé sur le « si vous avez aimé ça, vous aimerez ça ». Donc, c'est celui qui nous a toujours paru le plus pertinent et celui qui marche le mieux. C'est compliqué d'arriver à le faire parce que c'est pas tout à fait comme de la musique, la manière de consommer du podcast. Mais il fonctionne plutôt bien et c'est celui qu'on utilise le plus. Oui, et pour répondre à la deuxième question, oui, on utilise de l'analyse du signal. On a une équipe recherche qui est vraiment experte en analyse du signal. Quand je dis qu'elle est experte, c'est que vous pouvez voir leurs publications scientifiques dans différentes conférences internationales et qui, du coup, est une aide, un complément du coup, pour nous apporter via les métadatas qui sont fournis par plusieurs sources. C'est aussi une autre source qui permet du coup de caractériser correctement le contenu. Je vous ai parlé du Flow Mood, c'est un travail qu'on a fait dans mon équipe en collaboration avec les équipes recherche, justement pour pouvoir
extraire cette information-là à partir de l'apprentissage des équipes de Fred pour du coup pouvoir caractériser à partir de l'analyse du signal ces moods. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais la caractérisation du contenu, elle est aussi un mélange des deux. Donc on a aussi une équipe dont le métier est de taguer les contenus et de les identifier pour mettre... parce que souvent, les contenus livrés, ils sont multitagués parce que les labels peut-être veulent optimiser la visibilité de ces contenus. Donc on essaye, nous, pour que l'algo fonctionne mieux, de simplifier et d'être sûr qu'il soit bien identifié. Donc là encore, c'est un travail entre des gens dont le métier, c'est de faire ça, d'écouter, d'aller chercher pour dire est-ce que c'est vraiment du rock ou de la pop ou du rap. Enfin, ça, on arrive à peu près à trouver, mais de vraiment le repasser proprement pour que les pages soient le plus propres possible et l'algo les comprenne le mieux possible. J'avais une toute dernière question, désolé, je monopolise la parole. Mais par rapport à ce que tu disais sur les critiques qu'on formule contre l'IA, c'est les bulles de filtre. Et comment est-ce que vous prémunissez contre ça en disant on ne veut pas que tout le monde écoute à la fin un truc calculé par une machine. Tout à fait. Fameuse critique importante. J'ai résumé peut-être un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas ce concept-là. C'est un concept en fait qui est né d'un essayiste américain qui, au départ, on a parlé au niveau de Facebook, de dire que finalement, l'algorithme peut vous enfermer. C'était du coup dans Facebook avec vos amis, c'est-à-dire que vous ne sortez pas de votre point de vue. Et c'est du coup une idée, une hypothèse scientifique qui a du coup été posée, établie et qui se pose à partir de tous les modèles de recommandation. Sur cet aspect-là, c'est un risque, c'est quelque chose qu'on prend en compte, mais c'est un aspect sur lequel je suis extrêmement serein et sur lequel on se prémunit de différents moyens. Premièrement, par design dans l'app, on n'a pas vocation, nous, Algorithmie, à ce que tout passe par le contenu algorithmique. Il y a dans l'app l'usage des playlists de Fred, il y a le moteur de recherche, il y a les utilisateurs qui écoutent leur propre contenu qu'ils ont construit, et l'algo est une des parts de cette écoute, mais pas la part massive. Moi, j'ai un peu l'habitude de considérer l'algo en fait comme quand on est chez un disquaire. Enfin, ce qui n'existe plus trop maintenant, puisque justement, on est là. Mais c'est un peu l'idée de dire qu'un utilisateur, va rentrer dans ce disque, il peut aller se diriger spontanément dans ces rayons de disques, ou il peut demander à un disquaire et de dire, voilà, moi j'aime ça, est-ce que vous me conseillez ça? Donc en fait, l'algo est une aide accessoire, mais pas obligatoire. Et dans le design de l'app, on ne le force pas et qu'il y a plein d'usages qui est différent. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, justement, c'est de dire, oui, mais d'accord, il y a plein d'usages, mais vous, au niveau d'algo, prenez vos responsabilités, faites ça, effectivement. Et ce qui se passe, c'est que on le mesure, cet aspect-là. On le mesure, et notamment, on ne le mesure pas nous seulement à Deezer pour que je vous prêche la bonne parole et que je dise croyez-moi sur parole, mais on a notamment des collaborations avec des équipes de recherche externes. On est notamment dans un partenariat, un projet de recherche qui s'appelle le projet Records, dans lequel on travaille notamment avec des équipes de sociologues qui discutent les usages de l'algorithmie. Et notamment, ils ont sorti un papier de recherche, donc public, accessible à tous, où ils ont fait une étude longitudinale des utilisateurs de Deezer, de certains utilisateurs de Deezer, et ont essayé de mesurer l'impact de l'algorithme sur la découverte. Ils ont montré qu'en fait, les utilisateurs usagers des moteurs de recommandation, bien au contraire, ne s'enfermaient pas dans leur contenu, mais découvraient plus de contenu. Donc sur cet aspect-là, on est serein, puisque du coup, on mesure, on donne nos données à des chercheurs pour qu'ils puissent le mesurer de manière externe, et donc on est en accord avec nos objectifs de cette manière-là. J'ajouterais que la manière dont Deezer est construit, déjà, on revient au début à distinguer les playlists qui sont faites par l'algo et la manière dont l'algo recommande d'autres playlists et d'autres contenus. N'enferme pas tellement dans la bulle. Aujourd'hui, on sait que les playlists, alors il y en a un certain nombre, il faut distinguer deux types de playlists, des lean back et des lean forward, pour utiliser notre jargon. Il y en a où c'est une écoute passive, donc il y en a une playlist comme Chill Relax sur Deezer, c'est la deuxième la plus écoutée en France tous les jours. C'est énormément de contenu que vous ne connaissez pas. Les playlists de moods, c'est des playlists d'ambiance qui vous mettent dans un contexte. Dedans, il y a un nombre de titres inconnus, mais
comme on vous met dans ce contexte-là, vous êtes prêt à les écouter, et ça favorise la découverte. Et enfin, le produit est construit de telle manière qu'il y a, tu as raison, en fait, la search, aujourd'hui, ça reste quand même la recherche active, le point d'entrée de base de l'écoute de la musique. Majeur dans les streams. Absolument. Et donc après, la page de recommandation ou de découverte de musique, c'est-à-dire la homepage, elle est construite avec des layers de recommandations, mais aussi, enfin d'algorithmes, mais aussi des layers de pure recommandations éditoriales qui donc doivent créer ce côté diversité pour faciliter. Si vous êtes dans votre bulle, c'est très bien pendant un moment. Si vous voulez en sortir, il y a toute l'autre proposition. Donc c'est complémentaire. Et du coup, merci beaucoup pour en tout cas la conférence et vos différentes réponses. Ma question était pour pousser ce que vous venez de dire. Comment vous poussez la découverte d'autres genres musicaux? Et je pense par exemple au débat actuel sur comment repousser la musique classique avec tous les festivals qui se remettent en place. Et je ne sais pas si Deezer le pousse aussi. Alors, on a certaines façons de le faire. Donc on va créer des contenus qui forcent l'accessibilité à la musique classique. Donc on va pas, je vais pas vous mettre 50 playlists sur la homepage des classiques de la musique baroque, parce que effectivement c'est pas le cœur de notre audience et c'est pas ce qu'on va pousser en premier lieu. En revanche, on a créé un certain nombre de playlists qu'on va qualifier de moods ou de moments, qui s'appuie sur des musiques comme plus niches, on va dire, par rapport à la musique pop aux musiques populaires actuelles. Donc on a une playlist qui est une des top 10 playlists en France sur Deezer, qui s'appelle Piano au calme, qui est une playlist Piano au calme. C'est une playlist de musique classique qui ne s'appelle pas musique classique, qui sont du coup une manière un peu détournée de faire écouter différentes musiques. Et notre playlist de moods et de moments sont essentiellement la manière, c'est comme si on vous dit, je vais vous faire écouter de la musique alternative, vous allez me dire, oh là là, non, moi des groupes qu'on ne connaît pas, tout bizarre, non merci. Si je vous mets ça dans un Sunday morning chill, tout à coup, cette musique folky et de barbu devient merveilleuse. Donc en fait, nous, notre travail, c'est de faire en sorte que, en fait, quand vous codifiez, vous genrifiez la musique, ça devient des accès compliqués, de niche. Nous, on veut faciliter cet accès-là et c'est notre manière de faire en sorte que la musique moins pas rap, pour faire simple, soit aussi exposée et écoutée. Ouais, merci beaucoup. Oui, c'est ça. C'est pas tant le genre que des moments d'usage, Tout à d'état fait. d'esprit, Tout à fait. de mood. Je trouve ça très intéressant. Merci. Je vous en prie. Oui, on y arrive. Je ne vous cache pas que c'est compliqué, évidemment, mais c'est des choses qu'on regarde effectivement dans le caractéristique de nos utilisateurs, c'est leur dispersion dans les différents genres qu'ils peuvent écouter, leur appétence à la nouveauté, à la découverte, qui effectivement va permettre d'orienter la recommandation pour qu'elle ne soit pas exactement pareille. On a vraiment, dans le flow, en tout cas, la formule du flow, c'est vraiment de mélanger les titres que l'utilisateur connaît bien, pour cette écoute lean back, rassurée, et en même temps, il y a des vraies demandes de découverte des utilisateurs pour ne pas les lasser. Seulement, il faut savoir les placer au bon endroit, au bon moment. Et donc, c'est finalement tous à la bonne dose, exactement. Et c'est tous ces dosages-là où mes équipes travaillent depuis des mois, des années, qu'en fait, on a... Je ne dirais pas qu'on a craqué le truc, parce que ce n'est pas vrai, qu'on est encore plein dedans, mais que ça fait partie de nos réflexions au quotidien, notamment sur ces questions et ces sujets-là. Ouais. Après, c'est des vieilles recettes. On sait que les nouveautés, c'est plus compliqué que ce que les gens connaissent déjà. C'est la radio. On vous passe entre deux énormes tubes, on va vous mettre une nouveauté. Et encore, on va vous dire que c'est une nouveauté, mais ça fait des mois déjà que tout le monde connaît. Donc en fait, on est sur un modèle, effectivement, il faut rassurer les gens. Et donc nous aussi, que ce soit le travail du flow ou des playlists, c'est de faire en sorte que quand on insère des nouvelles tracks, on les met entre des tracks rassurantes, pour faire en sorte qu'on facilite la découverte et l'accès. Parce que tout le monde n'a pas envie de diguer toute la journée. L'idée, c'était ça, c'est de pouvoir adapter cette dose de nouveauté
Oui, bah ça c'est le travail de Thomas. Bonjour. Moi, ma question, c'était dans vos méthodes en fait, de mise en avant des nouveaux contenus, comme la relève que vous présentiez, quelle est la part en fait, de l'IA là-dedans? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même vachement humain de Oui. pouvoir détecter. Alors des là, artistes, enfin, etc. je suis désolé Thomas, mais là je vais partir Ça, t'as solo. raison, vas-y. Oui, non, c'est essentiellement ce qu'on va appeler des contenus exclusifs et on va dire c'est une stratégie purement éditoriale hein, liée à notre manière d'envisager la musique aujourd'hui, de l'histoire qu'on veut raconter de Deezer. Donc c'est vraiment des équipes. On a des équipes dont on n'a pas parlé ici de relations artistes, hein, relations labels, qui sont en contact avec les labels et avec qui on va monter des projets comme ça spéciaux. Qui sont évidemment liés à des études marketing, à savoir ce que les audiences aiment. Donc on ne fait pas ça au pif en se levant un matin, mais elles sont vraiment guidées par notre passion de la musique et nos convictions à faire découvrir des nouvelles scènes, des nouveaux types d'artistes. Et là, pour le coup, vraiment, on travaille sur de la création, donc on travaille moins en commun que sur le reste. Ok, merci. Bonjour, merci, c'était très intéressant déjà. J'avais une question par rapport, vous parliez si vous avez aimé pour les podcasts, du coup à l'intérieur de cette strate-là, vous allez mettre des choses qui sont dues à la consommation associée et à l'édito, vous allez mélanger les deux ou... Je vais laisser Thomas. C'est essentiellement de la consommation associée. C'est seulement la consommation, ouais, la consommation. Et j'avais une autre question sur la homepage. Est-ce que vous avez un socle de strat commun à tout le monde sur Deezer qui est vraiment du coup... Oui, en fait, la page, elle est construite du plus personnalisé, on va dire, au moins personnalisé. Okay. Après, il y a des techniques, on va dire, c'est aussi de l'algorithme. En fait, sur un layer, par exemple, de classique, donc on a un truc qui s'appelle les essentiels, ou je sais pas quoi, oui, les essentiels, où en fait, on va mettre toutes les playlists de tubes de plein de genres. Ben, en fait, on a une technique de reordering, comme on dit, qui fait que si vous aimez le rap, bah, vous aurez plutôt des playlists de rap, si vous aimez le rock, d'autres choses. Donc en fait, on crée des poches ou des contenants avec plein de contenus et ils sont réordonnés, réarrangés. Voilà. Et dernière question, la durée d'écoute par exemple des titres, est-ce que vous l'utilisez pour les sortir ou les rentrer de certaines playlists? Par exemple, si un titre a été zappé très vite à moins de 10%. Voilà. Oui, en fait, c'est le taux de skip. Donc, on regarde le taux de skip et après, on est plus. Enfin, c'est des décisions de l'édito. Ouais. On ne les sort pas par la machine. Donc, il n'y a pas de machine qui dit il y a un seuil. Si ça tape à moins de 50%, on sort les tracks. Donc là, c'est la partie humaine. Donc c'est à nous de décider si on croit au titre et qu'il faut continuer à le jouer le temps que ça prenne et peut-être qu'il y ait d'autres médias ou d'autres gens qui s'y mettent. Bref, que le titre se développe. Donc c'est en fonction de ça et ça, c'est la responsabilité de chaque programmateur musical de décider. Mais effectivement, on peut le mesurer et on le regarde évidemment. Oui, j'ai une petite question rapidement. J'imagine que la recommandation, c'est l'utilisation, enfin les utilisateurs utilisent majoritairement ça, mais je suppose qu'il y a aussi des utilisateurs qui font leur propre éditorialisation de contenu, qui créent leur propre playlist. Est-ce que depuis 15 ans, vous avez vu un peu émerger des influenceurs Deezer ou des gens qui auraient leur playlist visible et qui seraient suivis par des gens? Est-ce que c'est un phénomène qui finalement s'applique aussi aux plateformes de streaming comme ça pourrait s'appliquer sur Instagram ou d'autres plateformes de contenu finalement? Alors, moi, j'ai parlé sur l'usage des algorithmes. Oui, on voit des gens qui utilisent beaucoup, presque exclusivement des algorithmes, mais on voit aussi des gens qui ne les utilisent pas du tout. Et ce n'est pas grave, vraiment. C'est parce que ce n'est pas un but en soi, il y a un objectif que tout le monde utilise les algorithmes. Encore une fois, il y a des gens qui créent leur playlist, des gens qui cultivent leur bibliothèque en faisant des albums. Et puis, il y a aussi souvent des entre-deux ou des gens qui font un petit peu des deux. Et donc, voilà, on essaie de répondre aussi dans ces besoins-là. Alors, on n'est pas un réseau social en termes de construction de produits. Donc, oui, il y a des gens qui font des millions des playlists sur Deezer. Et il y en a qui sont très suivis. Soit c'est des influenceurs déjà qui ont fait leurs playlists et qui les partagent. Soit c'est des gens qui ont créé des playlists il y a très très longtemps
et qui ont développé au fur et à mesure un following, soit c'est des genres très niches et nous on les a peut-être pas très bien faits où on ne les avait pas détectés. Et voilà. Et donc, en fait, oui, il y a un usage. Après, on est quand même sur un... Étant donné que la fonction sociale n'est pas hyper développée sur le service, c'est un peu marginal. À date. Jusque-là, on a beaucoup parlé de l'IA au service de l'utilisateur, de la recommandation pour l'utilisateur. Est-ce que vous avez aussi développé et travaillé peut-être sur des outils et des méthodes pour que l'IA arrive à être finalement au service aussi des équipes éditoriales, c'est-à-dire à détecter peut-être des signaux faibles que vous n'auriez pas vu passer pour ensuite le pousser en avant un petit peu plus que ce que vous auriez fait naturellement? Oui, oui, tout à fait. On a un algo viral. Je ne sais pas si c'est un algo. On appelle ça un algo, c'est un trending qui nous est délivré tous les jours, qui nous permet d'identifier des tracks qui se développent et qui sont viraux. Je ne sais pas très bien d'ailleurs comment ça marche, Thomas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va vraiment analyser les tendances, on va analyser les signaux, parce que ça émerge bien, etc. etc. Et donc ça donne des indications. Et encore une fois, c'est tranché derrière par les équipes. Voilà. Ça permet en fait de nettoyer un petit peu le bruit et de fournir du coup un pool un peu plus restreint sur lequel les équipes de Fred puissent se poser et voir le potentiel. Mais c'est super bien, ça marche très bien d'ailleurs. Et ça nous permet de voir des tendances. Mais ça, si vous voulez, en trending, après vous allez me dire, on n'a pas besoin d'un algo pour ça, mais c'est une réalité. Quand un artiste décède, le lendemain, ou au bout de même quelques heures, l'artiste est dedans. Quand il y a quelque chose d'exceptionnel sur les réseaux, un phénomène TikTok, ça nous permet, si on ne l'a pas vu sur TikTok, de se dire tiens, c'est quoi ce truc, et de rester dans le mouvement. Donc c'est extrêmement pratique et extrêmement utile pour nos éditos. Un morceau dans une série Netflix. Par exemple, ouais, ça on l'avait vu quand même. Mais ça, vous faites du social listening là-dessus, qui rentre dans l'algo, ou c'est plus de ce que vous voyez en interne? Non, c'est en interne, on a déjà suffisamment d'informations riches qui permettent déjà de cette manière-là de le faire. Oui, si vous voyez que tout à coup les streams bondissent ou un nombre d'ajouts en playlist ou de click love, comme on dit, sur des tracks, ça rentre dans le truc. Et après, c'est à nous d'aller comprendre. Alors parfois, on y passe quand même un peu de temps pour savoir pourquoi tout à coup ce truc trend. Mais majoritairement aujourd'hui, c'est TikTok ou effectivement une série Netflix qui tout à coup font exploser des choses où on se demande bien pourquoi un track de 1982 obscur se met à être numéro 1 de nos streams. Et je ne fais pas allusion à Kate Bush, il y en a beaucoup d'autres, parce que ça n'est pas obscur quand même. Et vous ne regardez pas ce qui est trending sur YouTube ou sur Spotify? Si, bien sûr, mais ça, c'est des choses que nos éditos font. Ils ont des outils, on compile tous les charts, on a Soundcharts, on a plein d'outils de monitoring des autres plateformes, du monde de la consommation de la musique. On regarde toujours aussi un peu la radio, ce qui se passe. Enfin voilà, il y a tout un écosystème pour comprendre qu'est-ce qui marche aujourd'hui. Avant, il y avait beaucoup moins de sources. Aujourd'hui, c'est plein de sources et c'est à nos équipes de les analyser. Bonjour, merci pour ces échanges très intéressants. J'ai deux questions pour rebondir sur ce que vous avez dit plus tôt. Tout d'abord, vous avez parlé de l'importance des métadonnées dans l'utilisation de vos algorithmes. Et du coup, si vous avez le droit de le dire, bien sûr, quelles métadonnées vous conseillerez justement à un producteur de rentrer sur un morceau pour qu'il soit au mieux référencé par un algorithme? Je te laisse répondre. Alors, la release date, elle est importante. Ça fait partie des choses vraiment importantes, le genre musical. Après, les données classiques, mais l'artiste, c'est tout bête, mais on a plein de problèmes là-dessus parce que l'artiste n'est pas bien identifié. Donc ça, c'est les données un petit peu principales. Voilà. Déjà, ce qui serait pas mal, ce qui aide, c'est de ne pas prendre le même nom qu'un autre artiste. Oui. Parce que des artistes comme Phoenix, par exemple, il y en a plein. Et c'est ça auquel je pense parce que je me souviens de cas, mais il y en a plein des cas où vous allez aller voir des pages artistes de gens. Par exemple, je cherchais un artiste hier, un groupe obscur que je trouvais sympa qui s'appelle Sylvie. Et quand vous cherchez Sylvie, déjà sur Google, c'est compliqué. Et sur Deezer, tout à coup, il y a 10 artistes. Et la fiche artiste de Sylvie, nous, il n'y a pas quelqu'un qui filtre. En fait, on se retrouve avec
10 albums d'artistes différents sur une même page. Destin, enfin tous ces noms un peu génériques, c'est assez complexe. Oui, du coup, c'est effectivement un conseil que je peux vous donner, c'est des choses qu'on ne pense pas, mais pensez à votre référencement, notamment dans notre moteur de recherche, justement, parce que des Sylvie, il y en a plein. Et donc, il faut arriver à avoir un nom qui soit distinctif pour que ça puisse être discriminant quand on le tape dans le moteur de recherche, par exemple. D'accord, merci. Et ma deuxième question, du coup, c'était par rapport au contenu exclusif que vous proposez sur Deezer. Comment se passent les négociations avec les artistes? Est-ce que des fois ils sont réticents justement à être uniquement sur Deezer et du coup perdent une partie de leur audience? Et comment vous les attirez du coup à faire ce genre de contenu exclusif? En général, ils travaillent un peu avec tout le monde. C'est pas parce qu'aujourd'hui ils font un truc exclusif avec une plateforme qu'ils font pas autre chose avec une autre. Et je crois que c'est l'exemple pour plein d'artistes. Juliette Armanet, Clara Luciani que j'ai cité plus tôt, elle travaille avec un peu toutes les plateformes. Donc nous, on les convainc. Je pense que ce qui est intéressant dans la manière dont on le fait, c'est qu'on est ambitieux dans la proposition. Donc en fait, on met les moyens. Déjà, on essaie de trouver des concepts sympas, en tout cas qui sortent de l'ordinaire. Derrière, on met les moyens pour faire des beaux visuels, pour rendre ce projet attractif. Je sais que les premiers projets qu'on a faits, ce qui plaisait, c'était le côté un peu haut de gamme de la prestation et du concept. Et ça les a fait marrer de reprendre un titre kitsch et d'avoir un photo-shooting dans en buvant des cocktails et être habillé. Enfin, il y a tout un contexte et une manière de faire, je pense, qui les convainc. Et puis après, évidemment, c'est le travail en commun sur le développement de leur carrière et de comment on arrive à... Et ça fait un peu partie des différents projets qu'on a avec les artistes. Ok, merci. Est-ce que vous avez des labels qui payent pour être dans des playlists ou dans l'algorithme ou alors vous avez une ligne éditoriale complètement... Non. Non, absolument pas. Très clair dessus, non. Non. On n'a pas envie ni le droit. Donc ça fait 2 bonnes raisons. Non. C'est vraiment, d'un point de vue algorithmique, justement, je parlais de cette boîte noire, de cette méfiance. Nous, si notre rôle, c'est pas juste de construire des algorithmes, du code informatique, mais c'est aussi de créer la confiance avec les utilisateurs. Et ça fait partie de cette confiance, cette transparence, que les utilisateurs doivent comprendre, sans être des experts machine learning, comment fonctionne l'algorithme. C'est-à-dire, constate que quand ils écoutent un titre, quand ils aiment des choses, ça a un impact sur l'algorithme. Et donc, vraiment, cette notion de transparence, elle est au cœur de notre travail pour avoir la confiance des utilisateurs. Dernière question. J'avais une petite question sur la pub, puisque c'est aussi une de vos sources de revenus. Est-ce que l'insertion de la pub, ou même, pourquoi pas, le contenu de la pub, pourrait être travaillé par votre IA, ou à quel moment l'insérer pour qu'elle soit la plus efficace, ou que sais-je? On ne s'intéresse pas trop à ça, parce que je suis vraiment recommandation musicale. C'est donc, que sur le contenu musical. Tout à fait. Du coup, je me demandais, au niveau des données que vous avez, qui sont ultra précieuses par rapport à d'autres plateformes comme YouTube ou Spotify, où c'est beaucoup plus transparent sur les données, les chiffres, etc. Est-ce que ces données-là, vous les utilisez à l'extérieur par tout type d'entreprises qui peuvent venir vous voir en voulant savoir justement toutes les données précieuses de Deezer? Alors non, dans le sens où on ne vend pas les données personnelles de nos utilisateurs pour qu'elles soient exploitées par d'autres entreprises tierces. Ça fait partie à la fois, encore une fois, de notre contrat de confiance avec les utilisateurs, avec le règlement de la RGPD également. Par contre, de l'usage des utilisateurs, on en sort des connaissances, et ces connaissances-là, on peut les... souvent, en fait, c'est via du coup, la recherche scientifique, notamment les publications, où on arrive du coup à mettre à disposition ce savoir-là auprès d'autres chercheurs qui permettent du coup d'utiliser ce potentiel-là. Je parlais de ce fameux projet Records, je l'ai mentionné tout là très rapidement, mais je le mets vraiment en avant parce qu'en plus, ce n'est pas moi qui m'en occupe, c'est un de mes collègues des équipes recherche et je suis très content de ce projet-là. C'est vraiment permettre d'avoir des chercheurs, des sociologues, d'avoir accès à nos données, encore une fois dans le respect strict de l'anonymisation et de l'RGPD, mais de pouvoir du coup avoir leur concept de sociologie et avec les données Deezer et de pouvoir aussi, avec les utilisateurs Deezer qui sont volontaires, de pouvoir échanger, faire des interviews et croiser ça. Donc ça, c'est une manière en fait qu'on a effectivement une connaissance dont on en est conscient et que c'est de cette manière-là qu'on essaie de la faire partager. D'accord, merci.
Merci à tous. Je pense qu'on va pouvoir clôturer cette masterclass. Merci pour ces précieux échanges et merci à Thomas et Frédéric de s'être rendus disponibles et de nous avoir fait cette super présentation. Donc merci à tous et bonne soirée.